Oh mince, j'ai raté. On m'a pas enlevé, je vais l'avoir. Attends à moi, tu vas voir. Et qu'est-ce que tu fais? C'est ça! Des cris, des rires d'enfants, éternelle insouciance de la jeunesse qui s'éveille à la vie avec ses 1000 problèmes. L'un d'eux, le problème du logement. L'augmentation de la population, les nouveaux foyers qui se fondent en sont des causes heureuses. Mais le vieillissement des logements existants et les terribles destructions de guerre ont amené les mal logés à une situation dont on ne voit pas d'amélioration avant de nombreuses années. Malgré les programmes de constructions en cours, malgré les démarches, il est peu d'espoir, car il manque à la France 5 millions de logements. Là d'attendre, des hommes ont décidé de se grouper et de construire eux-mêmes leurs logements. Ce sont ceux-là qu'on appelle les castors. Venus des professions et des horizons les plus divers, cheminots, employés, ouvriers, fonctionnaires, ils se retrouvent pendant leurs loisirs pour bâtir leur maison. Et en moins de 2 ans, nos castors ont ouvert 214 chantiers qui recouvrent la France avec plus de 10 000 logements en cours de construction. L'organisme accepte aussi l'apport-travail. À Bordeaux, en 1948, des hommes décidés se sont mis en quête d'un terrain à construire. Ce fut le début d'une grande aventure puisqu'ils entreprirent de participer de leurs mains à la construction de leur maison. Les difficultés commencent, et les premières furent administratives. La création d'une société coopérative d'habitation à loyer modéré, groupant 150 participants et leurs familles, allait réclamer la constitution de nombreux dossiers difficiles à établir et qui semblaient prendre un malin plaisir à réapparaître régulièrement pour complément et pour modification. Le projet de ce premier groupe Castor pouvait paraître ambitieux sinon utopique, car il ne s'agissait pas moins que de créer une véritable cité nouvelle. Et seuls les initiateurs du comité ouvrier du logement de Bordeaux envisageaient avec certitude l'implantation de la 150e maison. Il fallait néanmoins commencer par tirer les niveaux, arpenter le terrain et faire les innombrables travaux que suppose la création d'une cité destinée à abriter 800 habitants. Le défrichage s'effectue avec l'enthousiasme des néophytes et aussi des outils de fortune amenés par chacun. À grand regret, parfois, il faut abattre quelques arbres, bien que le plan général ait prévu de nombreux espaces verts autour des futures habitations. Les saisons passent, le travail devient plus dur. Ce sont les tenaces qui ont remplacé certains enthousiastes du début qui se sont éliminés d'eux-mêmes, rapidement lassés de passer leurs heures de repos à piocher dans la boue, sous la pluie, sans voir immédiatement le résultat de leur effort. Enfin, grâce aux caisses d'allocation familiale, des prêts d'attente alimentent la caisse de nos pionniers et le matériel mécanique vient apporter son concours à l'effort des hommes. Certains travaux très durs avaient dû être laissés de côté avant l'arrivée du matériel. Jamais ceux que l'on a nommés les castors n'ont autant mérité leur nom que pendant ces travaux de déboisage effectués inlassablement et parfois dans les pires conditions.
Mais l'exemple de ce premier groupe allait rapidement être suivi par de nouvelles associations. Poitiers, bénéficiant de son expérience, n'hésite pas à entreprendre aussi sur un vaste terrain de 17 hectares la construction de 150 maisons, avec un équipement très moderne. Montreuil, où la rareté des terrains et les disciplines imposées par l'urbanisme demandent la construction d'immeubles collectifs, n'hésite pas à entreprendre 78 logements, suivis bientôt par Nanterre, 50 logements, en immeubles de plusieurs étages. Lyon, Nantes, Saint-Nazaire, Dijon, Chalonne ouvrent à leur tour des chantiers Castor. Pour atteindre leur pleine efficacité, ces différents groupes ne tardent pas à se fédérer sur le plan national. Et c'est la création de l'Union nationale des castors à laquelle incombe de conseiller, coordonner et représenter tous ceux qui, en dehors de leur activité professionnelle, participent à la construction de leur logement. Renseignements, création de documents, journaux, démarches, conseils, visites des chantiers, envoi de circulaires, tel est le travail qui se fait à l'Union nationale. Des entreprises ne tardèrent pas à s'intéresser aux possibilités offertes par cette nouvelle formule à leur personnel. Les raffineries de Donge, par exemple, offrirent une aide financière et technique aux quelques 100 membres de leur personnel qui entreprirent eux-mêmes la construction de leur maison. Un matériau moderne, monté à sec, a été utilisé en l'occurrence. Les blocs pré-secs se montent comme un jeu de construction avec d'ingénieuses clavettes qui rendent inutile l'emploi du mortier. Les encadrements de portes et de fenêtres sont ainsi montés très facilement par l'autoconstructeur. La machine nécessaire à la fabrication des blocs avait été installée directement sur le chantier et elle est menée par les castors eux-mêmes. La puissance du damage est telle qu'une très grande précision est obtenue dans la fabrication. D'autres problèmes se sont posés sur les chantiers d'une plus grande importance, et en particulier sur ceux d'immeubles collectifs. La caractéristique essentielle du système Castor étant de faire appel aux spécialistes pour tous les travaux nécessitant des connaissances techniques particulières, à Nanterre par exemple, la préfabrication a porté essentiellement sur les solivages de plancher et sur la fabrication de perpins vibrés, pendant que les professionnels du bâtiment, artisans ou entreprises, assumaient l'exécution des ossatures et le gros œuvre en béton armé. Pendant toute la semaine, où la plupart des castors sont à leur travail habituel, des équipes de professionnels assurent l'avancement des travaux. La coordination des travaux ainsi effectués le plus souvent à des jours différents nécessite une organisation très méthodique. Il faut prévoir les travaux susceptibles d'être exécutés par chacun sans gêner l'ensemble des corps d'État, prévoir l'arrivée des matériaux et le plein emploi du matériel. Ce camion ne s'amortira bien que s'il ne reste jamais inemployé. Et il faut donc tenir compte de tous les facteurs pour arriver à effectuer la meilleure économie par la meilleure utilisation de tous les avantages. Quand les plans sont bien établis par d'excellents architectes, quand les meilleurs techniciens ont prévu la construction dans tous ses détails, alors tout paraît facile. Et pendant que les ferrailleurs préparent les armatures du béton armé, les castors ne restent pas inactifs. Bien avant que toutes les ossatures soient achevées, ils fabriquent, à l'abri des premiers planchers, les éléments qui serviront au remplissage des murs. Depuis l'ouverture du chantier, il n'y aura pas un seul jour d'interruption dans le travail. Et il faut bien reconnaître que la solution Castor, si heureuse soit-elle, n'est qu'un palliatif plus ou moins regrettable dû à une situation anormale du logement en France.
Et les machines tournent, semaines et jours de fête, car il faut lutter de vitesse avec le temps. La rapidité de construction est un facteur essentiel de réussite. Tous les procédés sont mis en œuvre pour faire vite et mieux. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent, et les castors sont pauvres. À Montreuil, comme à Nantes, pour éviter d'avoir à transporter les éléments vibrés avant qu'ils ne soient secs, c'est la machine qui se déplace. Mais c'est aux ressources locales en matière première qu'il faut le plus souvent faire appel. Aussi, il n'y a pas de procédé type Castor. Ici, la pierre abonde et les 150 constructeurs ont commencé par extraire 8000 mètres cubes de pierre, à la transporter et à la préparer avant de commencer tous autres travaux. L'économie ainsi réalisée, avant tout commencement de chantier, a permis de faire appel à un plus grand nombre de professionnels du bâtiment. Et les travaux avancent, en alliant les procédés les plus modernes à la construction la plus traditionnelle, la pierre apparente. Pourvu que les matériaux n'augmentent pas trop avant la fin du chantier, voilà la question que se posent toujours les responsables. Car il en faut les matériaux, et ils augmentent toujours. Ceux-ci n'augmenteront pas, car ici, la bétonnière a été placée directement sur la sablière. Mais le travail du chantier n'est qu'un aspect. Chaque semaine, il faudra que les administrateurs délégués par leurs camarades tiennent conseil. Il est souvent bien difficile d'ajouter à son travail professionnel 24 ou 30 heures mensuelles de chantier, et encore les 2 ou 3 réunions hebdomadaires que nécessite la gestion d'un programme Castor. Nous voici revenus à Bordeaux, où toutes les professions semblent ici réunies. Un cheminot, un radioélectricien, un dessinateur industriel, un magasinier, un comptable. Mais voilà les nouvelles de la vie du chantier. Car il faut tenir constamment informé chacun des sociétaires des problèmes qui se posent et des décisions prises, telles celles de l'implantation des centres et des services collectifs. Pour commencer, une belle coopérative d'approvisionnement vient se placer au centre de la cité. Distribuer de l'eau à 800 personnes pose aussi une question qu'il faut résoudre par priorité. La transformation de l'électricité et sa distribution à tous les foyers, pour le confort des familles et pour l'allègement du travail ménager, ne peut pas être laissée de côté. Et l'assainissement, station d'épuration, réseau d'égouts, réseau des eaux pluviales, autant de questions qui font partie intégrante de la maison et qu'il faut résoudre sur le plan de la cité. Ces petits arbres, ils sont 5000 sur cette pépinière, plantés depuis le début des travaux, car l'homme ne se suffit pas de 4 murs et d'un toit. Il lui faudra de l'air, du soleil et surtout de la verdure. Laissons pousser les arbres patiemment, la nature fera son œuvre. Et attaquons les routes dont il faudra ici près de 3000 mètres. Empierrage, fabrication et pose des bordures viendront après. Cette pelle puissante n'arrêtera pas tant que le défonçage et les charrois ne seront achevés. Elle en a coûté des sacrifices, cette belle machine, mais combien de mois n'a-t-elle pas gagné dans cette course de vitesse entreprise par les castors de Bordeaux? Et l'utopie a fait place à une belle réalité. À l'Alouette, 150 maisons sont élevées maintenant spacieuses, claires et nettes. La voirie se termine. Pendant que les derniers travaux s'effectuent.
après une isolation rigoureuse, on a voulu aller plus vite encore et utiliser les matériaux les plus modernes. De très grandes plaques au plâtre, plaques de plâtre enrobées de carton, légères et faciles à manipuler, se posent avec la plus grande rapidité et sans connaissance spéciale. Cloisons et plafonds sont alors très rapidement construits sans difficulté. La finition sera vite faite. Un peu d'application sur les joints, quelques impositions de mastic, et il ne restera plus qu'à peindre. Les maisons se terminent et les derniers appareils se posent. Le chauffage s'installe et voilà enfin une cheminée qui fume sur un toit qu'on a bien gagné. Le rêve est devenu une réalité. Mais le confort ne doit pas être oublié malgré la modicité des ressources. Et voilà un sol économique malgré sa grande qualité. Ce Castor n'a pas hésité à faire appel à un spécialiste pour recouvrir toutes ses pièces de linoléum. Et la ménagère pourra travailler à l'aise pendant que ses enfants joueront dans des pièces nettes dont le sol ne lui causera plus d'inquiétude. Après une journée de travail, quelle joie de profiter à son tour du confort qu'on a eu tant de difficultés à gagner. Et de partout, dans toute la France, les maisons s'élèvent. Dijon, Lyon, Saint-Nazaire ne sont pas en retard. En Bretagne, plus de 800 logements se construisent. À Saint-Paul-de-Léon, Quimper, Brest, Plabennec, Saint-Malo, à Saint-Brieuc, Landerneau, à Quimperlé, le rêve de centaines et de centaines de mal logés va se concrétiser. Ils auront eux aussi leur toit. À Bayonne, à Dax, jusque dans les départements d'outre-mer, les Castors construisent. Bientôt, les premiers habitants vont arriver dans ces logements qui se terminent à Saintes, pendant que d'autres encore sont en chantier. On se prépare aussi à emménager dans les maisons de Donge. À Chalonne, c'est déjà fait, et l'école du pays doit compter avec le recrutement de ce nouveau quartier. Depuis la création de l'Union nationale, en moins d'1 an, il vous aura été possible, au hasard de vos voyages, de rencontrer 6700 foyers qui n'ont pas peur d'améliorer leur sort par leurs propres efforts et qui construisent près de 5000 logements, dont 400 viennent d'être habités, représentant 15 milliards de travaux, en dépensant moins de 12 milliards de francs. Les maisons montent, et pour ceux qui en ont eu le courage, l'espoir renaît.